Yaorana, bonsoir à tous. C'est l'heure du débrief. 52 minutes pour débattre des sujets qui animent la société polynésienne. Hausse des températures depuis 1950, érosion côtière menaçant nos littoraux, acidification des océans et montée des eaux pouvant atteindre 30 cm en 2050. En Polynésie, ces phénomènes ne sont plus une menace si lointaine. Ce soir, je vous propose de débriefer des changements climatiques et des nombreux défis qu'ils impliquent. Avec le plan climat 2030, avons-nous les moyens de nos ambitions ? Nos îles sont-elles prêtes à affronter ces bouleversements ? Pour en parler, je reçois Léopold Temoana Biardo, délégué interministériel en charge du climat et du développement durable. Bonsoir. Yarnatato. Victoire Laurent, climatologue à Météo France en Polynésie. Bonsoir. Bonsoir. Ranka Aonoa, premier adjoint à la commune de Wauka aux Marquises, Kauhanui. Kauhanui. Et Winiki Sage, président de la FAPE Teora Naho, la Fédération des associations de protection de l'environnement, Yorana. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous d'avoir accepté cette invitation. Je vous l'ai dit, ce soir, on va essayer de comprendre les changements climatiques et les enjeux qu'ils amènent. Avant de commencer à rentrer dans l'explication de ce plan climat 2030, parce qu'on va y venir, c'est essentiel pour l'avenir de la Polynésie. Victoire, quels sont les impacts des changements climatiques déjà visibles en Polynésie, peut-être plus largement dans le Pacifique ? Alors, donc déjà, pour parler du changement climatique, il faut revenir sur un historique de 50 ans. C'est-à-dire qu'il faut vraiment disposer de données de 50 ans. Aujourd'hui, en termes de données dont on dispose, c'est surtout les pluies, les températures. Donc, c'est vraiment sur ces paramètres que l'on regarde s'il y a un impact, si le changement climatique est visible. C'est l'indice sur lequel on se base pour voir l'évolution. Exactement. Pas vraiment pour voir l'évolution, mais pour voir si le changement climatique a un impact sur ces paramètres. Donc, ça veut dire qu'il a un impact sur le climat de la Polynésie française. Et on a constaté qu'effectivement, il a un impact sur les températures. On a une hausse de 1,1 degré sur les 50 dernières années. C'est également... c'est beaucoup parce que ça, bien sûr, ça veut dire que au niveau des effets de serre et notamment des gaz à effet de serre, on a une concentration trop importante en termes de capacité à l'atmosphère ensuite à pouvoir absorber cette concentration et rééquilibrer son environnement. Donc c'est effectivement beaucoup et ça a un impact justement sur le climat de la Polynésie française. Et ce que je voulais préciser également, c'est que ces 1,1 degré, on les observe également dans le Pacifique. On a exactement le même signal et encore mieux, on l'observe au niveau mondial. Donc là, vraiment, cette valeur est importante parce qu'elle est observée dans le Pacifique, elle est observée dans le monde et elle reflète bien le changement climatique. Par contre, maintenant, si on regarde les pluies, on n'a pas du tout le même regard que l'on soit dans le Pacifique ou au niveau mondial ou au niveau de la Polynésie française, à savoir qu'il n'y a pas d'impact. On ne voit pas le changement climatique dans les chroniques de pluie. Pas plus de pluie, moins de pluie en fonction des saisons. En fait, on voit des plus de pluie, moins de pluie, mais ce n'est pas le changement climatique qui influence ces comportements. C'est d'autres variations qui sont naturelles, qui existent, mais ce n'est pas le changement climatique. Et ça, ce résultat, on l'a également dans le Pacifique. On a comparé avec nos homologues et les autres climatologues, et de la même manière, ils ne trouvent pas le signal du changement climatique dans les séries de pluie. Alors là, quand je parle c'est-à-dire les quantités que l'on observe aujourd'hui n'ont pas changé. On a les mêmes quantités depuis 50 ans, avec pour certains un peu moins, pour d'autres un peu plus, mais c'est pas dû au changement climatique. Voilà, au moins déjà ces deux facteurs sont vraiment les plus importants pour parler du dérèglement climatique. Après, il y a d'autres paramètres. Un terme justement sur lequel je voulais revenir. Aujourd'hui, on parle de changement climatique, plus de dérèglement climatique. On a fait un choix de termes pour
atténuer un petit peu cette Non, crainte? c'est vraiment le dérèglement. En fait, c'est le climat qui se dérègle. On parle vraiment de dérèglement, Voilà, alors. c'est vraiment le dérèglement du climat. Alors, changement du climat, dérèglement, on parle un peu de la même chose, mais c'est vraiment le climat qui se dérègle. D'accord. Et alors, je demandais si c'était beaucoup un degré, parce que pour certains, on va dire, oh, 1 degré, c'est pas si grave, au final, que les températures augmentent. Il y a un peu un scepticisme autour de cette question du changement climatique. Est-ce qu'on le ressent aussi en Polynésie, ce scepticisme? Victoire ou Mais en fait, je voulais dire, Léopold? c'est juste par rapport au 1 degré. Il faut le savoir que, par exemple, si la température, l'océan diminue de 4 degrés, il n'y aura plus de cyclones sur la planète. C'est pour vous dire que 1 degré, c'est important. C'est peut-être, ça vous donne peut-être un peu une idée de ce que c'est qu'1 degré dans un système aussi important que le système Terre-atmosphère. Je laisse la partie scepticisme aux autres parce que j'ai déjà affronté tellement de climato-sceptiques que maintenant, je laisse la parole aux autres. Léopold. L'impression, c'est que en Polynésie, les gens sont très conscients de ce qui est en train de se passer sous leurs yeux. Ils voient les évolutions du trait de côte, ils voient des phénomènes de plus en plus dévastateurs. Et en fait, ils observent une transformation du monde dans lequel ils vivent. Et je pense que c'est... en fait, en Polynésie, on est vraiment en première ligne quand il s'agit de faire l'expérience des conséquences de ce changement climatique. Et donc, c'est, à mon sens, ce qui fait qu'il y a peu de scepticisme. La question est Aux Marquises, on s'en globalement... rencontre, je pense, en première ligne. Tout à fait. Je pense que l'archipel des îles Marquises est l'un des archipels où on le voit très facilement, le résultat de ces conséquences du réchauffement climatique. Moi, je n'ai pas les données aussi techniques que nous sort Victoire, mais nous, au jour le jour, nous le voyons. On remonte à pas si longtemps, une décennie en arrière, nos rivières ne s'asséchaient pas comme ce qu'on peut constater aujourd'hui. Donc, Et ça a un impact direct sur votre vie quotidienne? Bien sûr, on doit gérer la ressource, on doit trouver de nouveaux moyens pour pouvoir relever ce défi-là. Si un jour il arrive où nos rivières s'assèchent, on est en train de réfléchir. Les maires, par exemple, sont en train de mettre en place, ont la volonté de mettre en place un schéma directeur de l'eau pour pouvoir justement se poser ces questions-là. Alors on va revenir un petit peu après sur les propositions, ce qu'on peut imaginer pour la suite. Juste avoir le ressenti de Winniki sur cette question des changements climatiques. Est-ce que les associations environnementales mettent cette question-là en avant dans leur travail? Oui, évidemment. Il y a un constat qui est évident partout, des Marquises aux Australes. On se rappelle, petit, on allait chez des amis ou au bord de mer. Le bord de mer était 15 mètres plus loin. On le constate. Je me rappelle, petit, il y avait des petits hobous. Les pêcheurs pêchaient sans glacière. Les poissons étaient frais. Il y a une différence aujourd'hui. Petit, on allait sur le quai de propriété, on pouvait acheter des bonites, etc. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Si vous ne mettez pas votre poisson dans une glacière, vous arrivez à quai, il n'est pas bon. Donc, il y a une vraie constatation de tout le monde, que ce soit dans les montagnes. Effectivement, même ici, on voit, il y a des endroits où il y avait des cours d'eau. Ils sont complètement séchés alors qu'on s'y baignait quand on était petit. Donc, c'est devenu une évidence. Aujourd'hui, après, bon, il y a les explications techniques. Quelquefois, ça nous fait un petit peu peur quand on entend ces explications parce que... Mais elles sont nécessaires. Ouais, elles sont nécessaires et elles ont vraiment besoin d'être bien comprises par tout le monde. Parce qu'après, on a l'impression, peut-être, nous, on exagère aussi. Mais alors après, d'une manière globale sur la planète et dans le Pacifique, c'est une évidence aujourd'hui. On voit le comportement des poissons, de toutes ces choses-là. Oui, il y a vraiment un changement, ça c'est clair. Et j'aimerais juste ajouter que c'est vrai qu'il est important de noter qu'il y a différents canaux générateurs de savoir. Et c'est là qu'il y a tous les éléments, toutes les preuves qui vont venir du discours scientifique. Mais les savoirs traditionnels, en fait, empiriques, ont aussi leur angle, leur prisme sur la vérité. Et donc là, on voit qu'il y a convergence de beaucoup de facteurs de différents types qui vont dans le même sens. Le climat est en train de changer, notre réalité est en train de changer. Oui. Mais alors moi, je vais rebondir parce que c'est un peu le défaut que l'on a aujourd'hui, c'est que le climat a toujours eu des comportements qui aujourd'hui, ces comportements, on les efface et on dit que
on les associe tout de suite au changement climatique. Mais non, aux Marquises, par exemple, il y a une onde qui s'appelle l'oscillation pacifique interdécennale. Cette onde, elle dure 40 ans. Donc, ce qui veut dire, c'est que pendant 20 ans, les Marquises vont avoir un temps qui est plutôt favorable aux précipitations. Ils vont avoir un environnement qui va favoriser les précipitations. Et pendant 20 ans, ils vont avoir un temps qui va favoriser l'assèchement. Donc là, ils seraient dans cette phase des 20 ans en fait, d'assèchement. ils ont vécu cette phase-là, notamment en 82-83, où on a vu vraiment de fortes pluies. C'est là qu'ils ont battu tous leurs records. Il y a eu cette phase entre 77 jusqu'à peu près les années 90, 92. Ça, c'était la phase positive de l'onde. Et donc là, c'était un environnement qui était favorable aux pluies. Et depuis 91 jusqu'à peu près maintenant, on est dans une phase où les conditions peu favorables. Et en fait, nous, ce qui nous inquiète, c'est que lorsqu'on va passer à la phase positive, où on va avoir des conditions favorables aux pluies, cette oscillation qui est naturelle va se rajouter au dérèglement climatique. Ah oui. Okay. Et c'est ça qui nous inquiète plus que bon, là, on met tout sur le dérèglement climatique, mais en fait, il faut revenir sur ce que l'on connaît, sur déjà... Que connaît-on du climat de la Polynésie française? Qu'est-ce qui fait varier le climat de la Polynésie? Quel est le comportement dans le passé du climat de la Polynésie française? Et de voir est-ce que ces comportements-là ont été modifiés ou non en fonction de l'environnement de notre planète. À l'instant T aujourd'hui à se dire on a constaté que là aujourd'hui. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est intéressant, Victoire, et moi je suis content d'apprendre ça. Mais dans vos prévisions, la phase positive, elle arriverait quand alors En fait, ce que je veux dire, c'est que... Qu'est-ce que tu prévois? Moi, je suis d'accord parce que le climat n'a... Finalement, comme tu dis, le climat n'a pas autant changé que ça. Mais ce qu'on peut apercevoir chez nous, constater, c'est qu'il peut pleuvoir une semaine et en 2 jours de soleil, j'ai l'impression que le soleil est beaucoup plus intensif aujourd'hui qu'il a été dans plus... On le sent même sur la peau, voilà. Ouais, bien sûr. Et puis on sait que chez nous, le climat est plutôt sec et moins humide qu'à été. Donc c'est un tout qui fait. Mais comme tu dis, le dérèglement... Enfin, je veux dire, les côtes qui sont un peu arides de chez nous ne sont pas à mettre que sur le dos du changement climatique. Il y a bien sûr les animaux en divagation et tout ce qu'on connaît, l'aspect un peu géologique de certains contextes de nos îles, qui font que le sol est très imperméable et que l'eau ne rentre pas. Oui, ça ruisselle, en fait. Ça tombe, de fortes pluies tombent sur des sols qui sont secs. Voilà. Donc ça ruisselle et ça n'a pas le temps d'être imprégné. Ça, par contre, c'est quelque chose que aujourd'hui, on a observé, qu'on est en train de regarder si c'est dû au dérèglement climatique. Ce que l'on constate, c'est que les pluies ne sont pas distribuées de la même façon. Je m'explique. Par exemple, pendant la saison des pluies, on avait l'habitude de voir 6 mois de pluie, c'est-à-dire régulièrement, tous les 15 jours, on savait qu'il allait pleuvoir. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir pendant 1 mois ou 2 peu de pluie, pas de pluie, voire vraiment déficitaire. Et le 3e mois, il peut arriver 3 mois de pluie. Il pleut non-stop. Et là, c'est des déluges qui tombent, c'est des fortes précipitations qui tombent. Même la saison sèche qui n'est plus tout à fait tout à fait sèche, puisqu'on a comme ça en fait un rassemblement de ces phénomènes qui fait qu'il pleut d'une manière intensive pendant un très laps de temps, mais beaucoup. Et donc, les sols n'ont pas le temps d'absorber ces pluies, ça n'a pas le temps de réapprovisionner les nappes phréatiques. Voilà, donc ça, par contre, c'est quelque chose que nous, on observe depuis, je vais dire, à peu près 10 ans. Parce que moi, je suis quand même Léa, je fais des prévisions sur les pluies pendant la saison chaude, etc. Et je constate effectivement ce phénomène. Ça, par contre, je pourrais l'associer très certainement d'ici quelques temps, quand j'aurai fini mes études. Donc là tu ne peux pas donner de prévision sur les marquises. Non, mais c'est sur les marquises, par contre, oui, là, on est en train de voir que la phase est en train de passer en positif. Bon, ça, c'est très long, c'est 20 ans. Donc, on va dire que d'ici 7-8 ans, c'est là qu'on va vraiment voir la maturité de cette onde. D'accord. Mais un point, Victoire, tu disais sur on ne voit pas nécessairement une augmentation du volume de pluie sur l'année, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir la distribution sur cette année. Et là, j'ai l'impression de ce que tu décris, qu'il y a clairement donc un changement au niveau de la pluviométrie, avec donc des épisodes de pluie vraiment intenses, et c'est justement là que ça devient dangereux, c'est que quand c'est réparti, quand c'est distribué cette pluie sur une semaine, là encore, on peut l'encaisser. Mais quand on a ce qui était l'équivalent de... Exactement. Et c'est là que l'on observe les conséquences pour nos habitants, en fait. C'est là que l'on voit les inondations. C'est là que l'on voit
Oui, tout ce genre de conséquences, oui. Oui, Niki, une réaction sur tout ça? Oui, effectivement, on voit qu'il y a des concentrations d'événements et qu'on n'avait pas l'habitude. On voit des ponts qui explosent. C'est un vrai impact environnemental. Voilà, on savait que, gamin, on savait qu'il y avait une saison des pluies, on savait qu'il pleuvait, effectivement. On a l'impression qu'aujourd'hui, on dit que ça se concentre. Et là, les maisons, les ponts, les routes ne sont pas habituées. Et donc, on a tous l'impression d'être encore plus impactés par ce fameux dérèglement climatique. Et on a peut-être tendance à tous mettre ça sur ça son provoque dos. des risques environnementaux par rapport à la consommation de l'eau. On l'a dit tout à l'heure. Socio-économique également. Socio-économique, bien sûr. Ça remet en cause également l'aménagement du territoire. En termes d'urbanisme, ça remet en cause est-ce que la concentration les des populations, surtout est-ce que les évacuations d'eau aujourd'hui ont été dimensionnées suffisamment pour absorber ce type d'événement. Ouais. Voilà, ce Même type d'événement. En fait, toutes nos activités telles que l'on les pratique aujourd'hui, pour beaucoup, sont remises en question. Ce qui pousse aujourd'hui ne poussera pas nécessairement de la même façon demain. Et tu parlais d'acidification des océans. Juste pour vous donner un exemple. Qui mettent en péril le corail, les récifs coralliens. Juste aujourd'hui sur Moorea, c'est seulement 2% des coraux qui sont vivants. On a 98% de coraux qui sont morts. C'est énorme. C'est énorme. Alors ils ont une capacité à se régénérer, mais encore faut-il qu'ils puissent avoir le temps de le faire. Et sauf que la multiplication d'événements de ce type met en danger leur capacité de le faire. Après, ce sont des conséquences bien réelles, ne serait-ce que pour nos pêcheurs, qui ne verront plus le même type de poissons qu'ils pouvaient avoir avant. Et même quantité de poissons. Exactement. Il ne faut pas oublier que la première barrière de protection de nos côtes, ce sont nos récifs. Donc des récifs qui viendraient à disparaître, l'érosion ne ferait que devenir plus intense. Plus intense, exactement. Alors je l'évoquais en introduction, ce fameux plan climat 2030, c'est un plan qui a été initié en 2023, validé en fin 2022, validé fin 2024, en décembre 2024 par l'Assemblée de Polynésie. Le 12 décembre, oui. Alors, il y a plusieurs axes stratégiques. On y parle de la transition énergétique, donc développer les énergies renouvelables, améliorer l'efficacité énergétique pour diminuer la dépendance aux énergies fossiles, la mobilité durable, donc encourager des modes de transport moins polluants, l'aménagement du territoire, on en parlait, les constructions, peut-être des constructions bioclimatiques plus orientées sur cette tendance-là, et puis la préservation des écosystèmes, donc protéger la biodiversité et les ressources naturelles. Comment est-ce qu'on explique aux téléspectateurs, à monsieur et madame tout le monde, ce que c'est que ce plan climat 2030 ? On est en 2025, on a 5 ans pour faire quoi et comment ? Alors, le plan climat, effectivement, ça n'est pas notre premier plan climat, mais c'est le plus ambitieux. Avant, on avait des variations du plan climat qui étaient essentiellement axées sur le secteur de l'énergie. Là, on a un plan climat qui touche toutes les sphères de la société. Le plan climat, donc, ça a été près de 500 personnes qui ont été consultées, plus de 70 entités qui ont participé, 25 ateliers thématiques, et qui ont donc réfléchi pendant 1 an et demi, 2 ans, pour proposer un plan composé de 191 actions qui vont soit tendre à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. L'objectif, c'est moins 50% pour 2030, c'est ça ? Exactement. Donc, on pourrait être monsieur climat, monsieur chiffre très rapidement. Aujourd'hui, l'empreinte carbone d'un Polynésien, donc avec de fortes variations selon les revenus ou les archipels, c'est 11 tonnes d'équivalent carbone émises tous les ans, avec pour objectif de diviser par 2 cette quantité d'ici 2030. Si l'on venait à mettre en œuvre toutes les 191 actions du plan climat, on arriverait à atteindre 8,5 tonnes par habitant, sachant que... Pas tout à fait les 50%. Non, et encore moins l'objectif qui devrait être tenu à l'échelle mondiale. Si tous les pays devaient véritablement agir de telle manière à ce que le changement climatique ne soit pas un problème, nous, il faudrait qu'on soit à 2 tonnes par habitant. On en est loin. Vas-y, je t'en prie, Ranka. Léopold, juste pour avoir une idée
de position par rapport aux 11 tonnes par habitant en Polynésie. En France, par exemple, c'est combien alors par habitant? 9,3. 9 tonnes, 3 en France par habitant. Ne pas oublier qu'on a notre configuration, Oui, on est puis isolé, beaucoup plus- éclaté, on importe 80% de ce qu'on consomme, mais ça fait partie justement des actions du plan climat, c'est de tenter de produire de plus en plus localement. Ouais. Et puis il y a une chose qu'il faut quand même préciser, parce que je pense que les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'empreinte carbone déjà. Exactement, ce que je voulais préciser Et ce qui est également notre production carbone. En termes de production carbone, en Polynésie française, on est très bas. On est en dessous de ce que produit la France en termes de carbone. On n'a pas d'industrie 4,3 tonnes ici. par habitant. On n'a pas de grosses usines polluantes. Oui, voilà. On est vraiment en dessous quand on parle de production de carbone. Par contre, nos comportements, notre façon de vivre, nos usages, c'est comme ça qu'on calcule l'empreinte carbone. Quand on fait de l'alimentation, quand on consomme, etc. Et c'est cette empreinte carbone qui permet de savoir, qui résulte un peu dans le plan climat, les 11,3. Quand on utilise la voiture, l'avion, l'alimentation, notre mode de vie, on notre façon s'alimente avec beaucoup de viande, par exemple. On sait qu'on fait partie du top 10. Ils ont fait le même travail pour la métropole pour savoir la manière dont consomme le métropolitain. Quel résultat il y a par rapport à son empreinte carbone qui est de 9,3 et nous de 11,4. Donc compliqué de changer les habitudes, non, de monsieur et madame tout le monde. Je te laisse répondre. Oui, d'abord, très bien, on a fait un beau travail. En face, ça représente des moyens. Ouais. Et s'ils ne sont pas là, on aura peu de chances d'atteindre les objectifs. Ça, c'est la première remarque. Ensuite, il faut, à notre avis, côté association, il faut absolument qu'il y ait une campagne d'information de tout le monde. Parce que, ça, c'est un des axes, la sensibilisation et la formation. Un des axes où la FAP est coordinatrice, c'est une des actions. La FAP est là pour sensibiliser dans les archipels. Voilà. J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, mais est-ce que c'est suivi forcément de... Justement, j'en parle parce que là, ensuite, il y a des relais. Il faut qu'il y ait des relais. Alors, nous, associations, parce que c'est des choses qui nous passionnent, effectivement, on est dans cette vision, etc. Mais on essaie de faire en sorte aussi que les autres membres, les autres secteurs associatifs, c'est-à-dire et on essaie de faire en sorte que les autres associations deviennent green aussi et comprennent ces enjeux-là. Souvent... Il y a énormément d'associations sur le territoire, tous les week-ends, il y a des événements, etc. Il faut aussi, je pense, faire en sorte que toutes les associations soient porteurs de ce message. Et donc, il faut commencer à expliquer à tout le monde, et alors dans les écoles, dans les mairies, etc. Et c'est à cette condition-là qu'on pourra arriver tous ensemble. Les entreprises, il faut qu'elles comprennent qu'elles ont un rôle primordial. Alors j'ai envie de dire, attention... Les conventions des entreprises sur le climat, justement... Oui. Mais attention aussi à ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire qu'on va faire une petite action par-ci par-là pour se dire je suis un peu green, comme tu dis, un peu axé là-dessus. Avoir une belle... Mais voilà, une belle petite devanture pour qu'ensuite ce ne soit pas suivi d'actes réels. Alors à ce propos, moi j'ai participé, on était ensemble au CEC, là, et alors là, j'étais très, très impressionné par ce mouvement-là des entreprises qui ont réfléchi à ça et qui aujourd'hui veulent vraiment s'engager dans une révolution de la manière de produire, de se comporter et qui sont prêts et qui ont pris conscience surtout. Moi, j'avais l'impression de parler au monde associatif. J'étais vraiment estomaqué de voir ils ont pris ce tournant-là. Dans tous les cas, ceux qui étaient présents, il y a la semaine dernière à la Convention des entreprises climat, mais ils ont vraiment pris conscience de ça et ils sont en train de changer. Et ça, c'est vraiment, vraiment un bon point pour tout le monde. Est-ce qu'un point qui peut être bloquant, c'est par exemple l'usage des énergies fossiles au travers, par exemple, de la voiture? Compliqué ici de se dire on va réduire nos gaz à effet de serre alors qu'on a une voiture par personne quasiment, non? Si je me souviens bien, le taux d'occupation des véhicules est quand même plus important qu'en France. On est, je crois, je vais me faire taper par notre ministre Jordi Chan si je me trompe. Il sera indulgent. Non, mais je crois me souvenir d'une présentation qu'il avait faite qu'on était à 1,46 personnes par véhicule, là où la moyenne en France était de 1,13, je crois. Quelque chose comme ça. Donc,
forcément, c'est quelque chose que l'on veut, un chiffre que l'on veut augmenter, avec notamment le covoiturage. Mais un des objectifs, un des indicateurs du plan climat, hein, c'est que d'ici l'horizon 2030, que 30% des déplacements soient faits en transport en commun. Oui. Donc c'est des changements de mentalité, c'est revenir à un sens du collectif. Et encore une fois, on pourra le présenter sous l'angle de la réduction des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre, mais j'y vois surtout un aspect d'adaptation. On est dans un monde où on ne peut pas faire comme si on aura des énergies fossiles pour toujours. Non, elles sont limitées. Qu'est-ce qu'on fait le jour où on n'y a plus accès, que ce soit pour le changement climatique, que ce soit pour une évolution du contexte géopolitique? Et pour l'instant, en tout cas, on y est quand même on est dépendant de tout ça. Ranka, tu voulais réagir? Bien sûr, en fait. J'avais beaucoup de remarques par rapport aux interventions. Et ma question de tout à l'heure par rapport aux 11 tonnes, elle n'était pas anodine parce qu'à chaque fois que je vois de grands dispositifs comme ça, de grandes réflexions, je me dis, c'est les pays aux antipodes qui polluent et nous sommes en train de vouloir rectifier la planète entière. Mais c'est bien, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et j'ai vu dans les actions qui étaient prévues, la préservation de la biodiversité, etc., les avancements sur les énergies renouvelables. Et nous, aux Marquises, ça me réconforte parce que ça veut dire que nous, les élus marquisiens, nous ne sommes pas trompés. Nous avons fixé un objectif à atteindre avec 75% d'énergie renouvelable en 2028. Là, nous avons déjà commencé les études. Nous allons mettre en place des centrales très rapidement. Là, et alors, quel type d'énergie renouvelable? Solaire, bien sûr. Hein. Et c'est là où on fait de cet aspect un peu négatif de la sécheresse un atout de développement périn de Je pense que c'est l'adaptation dont parle Léopold. Hein, absolument. Et sur la biodiversité, nous ne nous trompons pas parce que si on veut réduire les effets carbone en important les denrées alimentaires de l'extérieur, nous, on a un plan. On a une aire marine qu'on veut mettre en place pour pérenniser la filière du poisson, de la pêche et développer ça de façon vraiment à long terme. Et je pense qu'on rentre complètement dans le plan climat, même si nous n'y avons pas été, ou bien nous n'avons pas participé à sa construction, à son élaboration. Je trouve que la réflexion, elle nous représente bien. Les communes l'ont été pour le coup. Oui. C'est ce qu'on disait en aparté tout à l'heure. J'ai dit, moi, mon problème, c'est que le plan climat, je ne le connais pas. Je suis élu. Et si on fait recensement actuellement en février 2025 du nombre d'élus qui a pris connaissance du document, il n'y a personne qui a... Et donc, en tout cas, là je comprends que maintenant, on est dans la phase de communication, de vulgarisation et d'explication de toutes les actions à mettre en œuvre. Et on va le faire. On est prêt à apporter ces défis. On y est déjà. Oui, finalement, sûr. on y est déjà. Oui. Le plan, vas-y. Je voulais juste rebondir sur deux choses. S'il y a quelque chose qui est important, à mon sens, c'est l'autonomie alimentaire. Oui. Parce que ça va dans ce sens. Et en plus, il y a des archipels comme ça qui peuvent largement, demain, à mon sens, devenir complètement autonomes en termes d'alimentation. Ensuite, quand on parle totalement autonome? Est-ce qu'on peut vraiment atteindre une autonomie totale? Je pense qu'en légumes, en plein de choses, enfin, ils sont déjà... Quand on parle d'indépendance, nous, on est quand même un archipel qui pourrait tendre vers ça. Hein, ouais. C'est beaucoup plus difficile au Tuamotu, mais justement, il y a des tests aujourd'hui avec la reprise des maïtés, les techniques ancestrales et tout, et je pense qu'il faut vraiment aller dans ce sens, et ça va avec les raouis, avec la préservation. Si on veut demain, effectivement, garantir que les populations vont pouvoir vivre et ne pas dépendre des importations, il faut vraiment travailler là-dessus. Le deuxième point dont je voulais parler, c'est les transports. Alors, effectivement, tout le monde parle de transport en commun, du covoiturage, etc., mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. À mon sens, si effectivement les routes... C'est pas un transport en commun d'ailleurs. C'est pas qui n'est pas un transport en commun, la charrue avec les bœufs. Non, ce que je veux dire, c'est que le covoiturage, il ne fonctionne pas bien aujourd'hui à cause du type de réseau qu'on a. Les gens habitent dans les montagnes. Ceux qui veulent bien faire du covoiturage, ils ne vont pas monter. Donc, je pense qu'il faut... je pense qu'il y a aussi beaucoup une question d'habitude. On a besoin de son petit confort, on aime bien rester dans sa voiture, aller d'un point A à un point B. Même avec l'habitude, mais je pense que on a participé plusieurs fois à des conférences, ce genre de choses. Il faut aujourd'hui absolument que pour rentrer dans la ville, il y a par exemple au moins 3 voies. Oui. Une voie qui soit complètement dédiée au transport en commun et 2 voies, et une qui sort. Et le soir, c'est l'inverse. Si on n'arrive pas à construire ces infrastructures-là, ça va toujours être difficile. Les gens ne vont jamais vouloir prendre le bus puisqu'on prend le même temps.
Donc ça fait des années Oui, il n'y a qu'on aucun en parle. avantage Les à prendre études le sont bus quand lancées, on... justement. Alors, Alors, j'ai entendu justement, et c'est bien, mais je pense qu'on a pris beaucoup de temps. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que faut pas aller à chaque fois demander à tous les citoyens de faire des efforts si effectivement ils n'y gagnent rien. Hein, par exemple, on avait proposé, peut-être qu'il faut simplement mettre des zones avec des grands parkings où les gens laissent leur voiture, ils attendent leurs copains et ils partent avec, etc. C'est des propositions qui avaient déjà été faites. Comme la voie maritime aussi est la voie étudiée. maritime, c'est bien, on voit qu'il y a des choses qui avancent, mais effectivement, si on veut atteindre encore ces objectifs-là, on ne peut pas compter que sur le citoyen en disant c'est de ta faute, il faut que tu fasses du covoiturage. Bien sûr. Voilà, il faut vraiment organiser les choses et faire en sorte que ce soit avantageux de le faire. Alors, du coup, parmi les différents projets que l'on lance, un des gros chantiers, c'est la décentralisation. Et donc, là, lors du plus tout avoir au cœur de la ville de Papeete et pouvoir avoir des antennes un petit peu partout. Essentiellement, on veut développer vraiment Travao et désengorger Papeete, en fait. Donc, lors du remaniement que nous avons eu, Ora est passé ministre du logement. Voilà. Et Jordi a récupéré le portefeuille de la décentralisation. Donc, il y a ces engagements justement à réfléchir en interministérialité sur ces thématiques. Absolument pas un désir justement de pointer du doigt les responsabilités individuelles. On voit que justement c'est une certaine organisation de la société qui pose problème et que du coup les solutions vont nécessairement être collectives. C'est un peu ce que j'essaie de dire, c'est que le plan climat, parce que moi j'ai participé à l'élaboration du plan climat dans le comité scientifique. Ce que je veux dire, c'est que le plan climat n'est pas arrivé comme ça en disant on a fait un constat, on donne des solutions, etc. En fait, il existe déjà au sein du pays, dans les différents ministères, des stratégies qui ont été élaborées, définies, la stratégie de l'agriculture, la stratégie de l'eau, la stratégie... Et donc, on a récupéré ces textes, enfin ces fiches projets, qu'est-ce qu'ils allaient faire, et est-ce que ce projet-là avait du sens par rapport à la réduction soit du carbone, soit à l'adaptation, comme disait Léopold, à l'adaptation face au dérèglement, au changement qu'il va y avoir. Parce qu'il y a aussi sur lequel il faut faire attention, c'est la maladaptation. C'est-à-dire prendre des solutions qui, in fine, vont être pires dans le temps que ne vont pas améliorer les choses. Ne vont pas améliorer les choses. Parce que là, on parle vraiment du comportement d'une société. Donc, déjà, un des reproches que j'avais fait au niveau du plan climat, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce que l'on fait là, c'est pour la population. Donc, il faut mettre au cœur de ce plan climat le citoyen lambda. Est-ce que ce plan climat, est-ce que ce que l'on est en train de mettre en place va améliorer le quotidien de notre population, va le rendre heureux, comme disait Winnie, je pense qu'il faut qu'il se rende compte. Il se rende compte que ça va. Est-ce que ça va Parce qu'il y a quand même des problématiques de notre société qui n'ont pas besoin du plan climat. On parle beaucoup des déchets. Que faire de nos déchets qui n'arrêtent pas d'augmenter? Comment améliorer l'environnement, c'est-à-dire protéger, préserver notre environnement, qui est également notre carte de visite par rapport au tourisme. Donc il y a aussi des pratiques de bon sens qui n'ont pas besoin du plan climat. Le plan climat, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, tiens, ça c'est une solution qui est intéressante, qui apporte du moulin à notre plan climat, qui apporte du sens au plan climat et qui va aller dans le sens de ce que l'on veut, c'est-à-dire la réduction à 50% des émissions de gaz à effet de serre. Mais bon, c'est plutôt l'empreinte carbone qui doit être diminuée de 50%. Mais bon, ça, c'est mon opinion personnelle, donc je ne vais pas revenir dessus parce que je l'ai assez fait partager. Mais moi, je compare souvent ça à un régime. Vous savez, quand on fait un régime, on dit, bon, allez, on va mettre un grand coup de balai, ça va fonctionner, on va arriver à descendre au poids que j'ai dit, 50% de moins. Mais une fois que je l'ai atteint, ça va être pire. Parce qu'on s'est tellement, comme ça s'appelle, réduit, privé, que lorsqu'on va se lâcher, ça va être le cataclysme. Donc c'est pour ça que je dis, parfois, il faut être comme dans un régime, il faut avoir des ambitions raisonnables, petit à petit. Tous les exemples que tu as donnés, mais par contre, je suis pour. Le tourisme, le plan du tourisme durable fait partie du plan climat également. Donc il y a une sorte d'imbrication. Le schéma territorial de gestion et de prévention des déchets
est également un des axes du plan Parce climat. que ça fait partie de la protection de la biodiversité aussi. Exactement. Oui. En fait, du coup, le but du plan climat, c'est de recontextualiser nos politiques publiques à l'aune du changement climatique. Et encore une fois, ça C'est structuré finalement. C'est pour structurer tout ce qui existe éventuellement déjà un petit peu. et de se dire en pouvoir quoi se ça dire, nous aide et comment dans ça ce s'imbrique grand les uns problème avec qu'est les le autres. changement climatique. Est-ce qu'il y a déjà des actions qui sont mises en place? Ça a été validé, on l'a dit très récemment, il y a à peine un 2 mois, ouais, même pas. Qu'est-ce qui est déjà mis en place? Est-ce qu'il y a déjà des actions qui sont mises en place? Alors, effectivement, hein, c'est des actions qui ont déjà commencé, notamment, par exemple, surtout au niveau des communes, hein, sur tout ce qui est récupération des déchets alimentaires. C'est un des aspects sur lesquels il y a déjà du travail qui a été fait, sur tout ce qui est sensibilisation des élus. On est encore pour l'instant, sinon, à l'état d'étude sur les 191 points dont tu parlais. Pour certaines qui n'ont pas démarré. Mhm. Mais vous pouvez le voir, hein. D'ailleurs, j'invite tout un chacun à aller sur le site du plan climat. Donc, Tu peux le redonner, c'est plan. oui, alors c'est climat. plan-climat-pf.org. Et une fois que vous êtes sur le site du plan climat, vous avez différents onglets. Vous pouvez voir les indicateurs qui sont suivis. Il y en a à peu près 90, 95. Vous pouvez voir l'ensemble des 191 actions réparties donc sur 5 piliers et 24 orientations. Pour l'instant, On peut l'étudier bien complètement, ce plan Oui, climat. c'est pas C'est un pour beau cacher, document, hein, c'est c'est un beau vraiment un document. Non, mais, document. et c'est surtout que les actions qui ont été choisies, elles ont été choisies parce qu'elles avaient un acteur. Il y avait derrière, il y avait une vraie possibilité de le mettre en place, une vraie réalité de le mettre en place. Il y avait même Il y a la du financement. capacité de le mettre en place. Il y avait du Alors, financement tu fais qui bien était de parler derrière. du Voilà. financement. Parlons des choses qui fâchent. On a l'ambition, à 2030, de mettre en place toutes ces actions. Comment on finance tout ça? Est-ce qu'on a le financement? Est-ce qu'on pourra aller au bout des choses? Qui finance? C'est le pays tout seul? Est-ce que l'État français nous aide? Est-ce que l'Union européenne va aider également? Pardon. Comment on finance tout ça? Effectivement, hein, il y a différentes sources de financement. Le pays, évidemment, finance de nombreuses actions. L'État également. On est éligible à certains types de financements européens. On peut recevoir également des financements de la région Pacifique. Hein. Sinon, le secteur privé est également Sollicité. contributeur. Exactement. Et ces financements vont être pérennisés? Est-ce qu'on sait qu'on va aller jusqu'à 2030? Est-ce que c'est des choses qui doivent être renégociées? Voilà, c'est pour ça que je posais la question en introduction. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Est-ce qu'on a assez de financement? Au moins pour ces actions-là, je pense qu'on est déjà. Je pense qu'on peut déjà. Il y a une réalité de nos ambitions avec ces actions-là. Je pense que la seule ambition sur laquelle il faut être réaliste, c'est que la barre qu'on s'est fixée des 50% pour 2030, on est en 2025, 50% de réduction de l'empreinte carbone, elle va être difficile parce que là, on ne parle que des actions dans le plan climat. Mais le pays a également des autres ambitions de développement économique. Bien sûr, et ces notamment du développements tourisme. économiques vont de manière concrète être également des générateurs dans leur mise en place, soit de CO2, soit en termes d'empreinte carbone, ça va forcément ça déséquilibre peut-être freiner peut-être peut-être l'ambition que l'on a de diminuer de 50%. Ranka. Oui, les outils de financement existent, il y en a beaucoup. Et moi, je voulais parler plutôt Tu parlais de vos actions, vous voulez financer Nous, par exemple, c'est le fonds de transition énergétique qu'on a mis en œuvre pour nos projets d'énergie renouvelable. Mais ce que je voulais dire, c'est la partie un peu décisionnelle sur certaines compétences qui n'incombent pas aux communes. Nous, au Marquise, vous savez que nous revendiquons un partage de compétences. Et d'ailleurs, le SPC s'est saisi aussi de la même thématique. C'est parce que nous aussi, nous voulons vraiment contribuer, mais nous sommes bloqués par cette compétence qui n'est pas la nôtre sur le thème de l'environnement, de certains autres sujets. Est-ce que dans le plan de climat, il y a aussi cette évolution ou bien cette réflexion qui est prévue pour que nous, les Hakaiki des îles éloignées, où il n'y a aucune représentation du pays, on puisse vraiment être acteurs et prendre des décisions vraiment réelles pour mettre en œuvre, je ne le maîtrise pas encore parfaitement, mais
Léopold, Donc- ça a été une piste de réflexion. Donc, il y a de les pouvoir- outils de financement. Et je pense que, par exemple, pour la DDC, le FIP, etc., il faudra peut-être voir pour réajuster les thématiques éligibles pour la mise en œuvre du plan climatique. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi l'aspect décisionnel. Quand on parle de la préservation, par exemple, des aires marines, Mhm. c'est le pays. Oui. Nous, on veut le faire. Le pays, il tarde un peu à vouloir le faire. C'est ça un peu la réflexion que je voulais Vous aimeriez dire, pouvoir avoir un peu plus de compétences Enfin, est-ce au que, quotidien est-ce sur le que ce terrain. plan climat va peut-être amener aussi ces améliorations institutionnelles-là? Et là, on pourra voir les archipels se développer et maîtriser un Prendre peu. un petit peu aussi leur destin en main, d'une certaine manière. Je pense que le pays a tout à gagner en jouant ce partenariat-là Mhm. au bénéfice de notre population et là, aujourd'hui, du climat. Disons que ça permet un sujet sur lequel discuter. Oui, bien sûr. C'est ce que je dis. Ça va permettre une réflexion et peut-être que notre position que nous revendiquons depuis plusieurs années aura du sens à ce moment-là. Après, c'est là aussi Donc, que c'est... Oui, oui, Niki. Parce que je voulais dire, bon, d'abord, nous, les associations, on aimerait bien qu'on déclare l'urgence climatique. Ça se passe dans plusieurs pays. Pour pas être d'accord, je sais, mais Prudence, prudence pour l'avantage Victor. de ce travail extraordinaire qui a été fait, c'est qu'il permet et il donne des pistes de développement. Et j'invite justement les Tavana et tous ceux qui ont les leviers d'inscrire leur projet par rapport à ces critères. C'est peut-être ce travail qu'il faut continuer à faire et aller plus loin. Hein, Est-ce qu'ils doivent le faire seuls ou est-ce qu'ils doivent être Ben, accompagnés je aussi pense par le qu'il pays faut C'est certainement déjà dans notre vision, l'accompagnement, hein, mais ce plan climat, il est plus lent que le temps politique. Bien sûr. Hein. Le temps des élections, c'est 5 ans, etc. Il faut effectivement que ce plan climat soit au-delà des temps politiques. Donc ça nécessite effectivement maintenant que tous les projets que l'on veut mener, même nous les associations, ben, s'inscrivent dans ce plan et dans ce plan-là, à condition bien sûr que tout le monde en comprenne bien les critères, etc. Et c'est là qu'on va y arriver. C'est seulement à cette condition-là qu'on y arrivera. Il ne faut pas oublier par contre que le plan climat, tu parlais de politique, a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée. Donc il y a vraiment consensus Oui. sur sa pertinence. Après, encore une fois, c'est compliqué. On a 48 communes. Certaines, justement, ont du mal avec les compétences qu'elles ont déjà parce qu'elles ne sont pas forcément les moyens de le faire. D'autres, justement, veulent avoir davantage de compétences. Donc, c'est toute la difficulté de mettre le curseur. On ne peut pas avoir un curseur uniforme. Ils ont les mêmes, sont au même niveau. Hein. Communes, pays et État sont au même niveau en termes de. Oui, Niki. Oui. Pardon. Moi, vas-y, après je parle de l'urgence climatique parce qu'il faut que je rectifie C'est urgent ça. qu'elle en parle. Non, je voulais juste rebondir sur maintenant les financements. Oui. Je veux dire, les communes vont chercher des financements. Nous, on se bat justement, et pour ne pas la citer, je trouve la Socredo, justement, on avait beaucoup parlé avec Mattei aujourd'hui, je suis content que Régis s'inscrive dedans. Si on veut changer le monde, nous, c'est ce qu'on veut. Il faut absolument... Le monde a été construit grâce à des personnes extraordinaires, des ingénieurs qui ont développé des technologies, qui ont créé des services, etc. Et ils ont pu le faire grâce au financement des banques. Si on veut demain que ça change, il faut absolument que autant le pays et que tous les organismes qui financent rajoutent des critères, justement, éco-durables. Il ne faut pas... Et aujourd'hui, depuis longtemps, depuis des années, le seul critère qui prévalait, c'était le retour sur investissement. Si demain, effectivement, quand les communes demandent des fonds, quand on demande des fonds, quand on veut seulement construire une pension de famille ou ce genre de choses, si effectivement les banques du territoire jouent le jeu et disent « Ok, effectivement, on pense que votre business est solide, mais on aimerait absolument que vous respectiez ces règles d'architecture, etc. Comme une labellisation. On va y arriver et justement, s'inspirant aussi de ce plan climat. Je pense que ça, c'est un message qu'il faut absolument tenir. Alors moi, je vais rebondir sur urgence climatique. Oui, vas-y. Parce qu'en fait, c'est littéralement par rapport à ce que tu dis. Donc on a eu le prêt à taux zéro pour les primo-acquérants qui a été annoncé. L'idée, ce sera à terme de le décliner pour un prêt à taux zéro investisseur, justement sur avec lequel... des conditions éco-responsables. Voilà. Ça, on peut changer les choses. Et les banques, justement, lors de la clôture de la Convention des entreprises pour le climat, ont remis
une charte finance au président, demandant justement un accompagnement du pays dans la réglementation pour justement les aider à prendre les décisions qu'elles voudraient prendre sans être punies, on va dire, par les forces du marché, le jeu de la concurrence, qui ferait que le moins-disant serait celui qui pourrait attirer les clients et que du coup les entreprises qui désireraient être vertueuses ne puissent pas l'être de par ces forces du marché. En revenant sur cette urgence climatique, alors l'urgence climatique, c'est vrai que depuis plusieurs années, l'ONU dénonce régulièrement urgence climatique, les îles notamment Kiribati, qui, pour ne pas la citer, est en train d'être sous les eaux. En Polynésie, on n'a pas la même problématique. Il faut savoir que déjà la vitesse de la montée des eaux, elle est 3 fois moins rapide à Tahiti, elle est 3 fois moins rapide au Gambier. Donc déjà par rapport à 3 fois moins rapide à Tahiti par rapport à Kiribati, elle est 3 fois moins rapide au Gambier par rapport à Tahiti. Donc déjà, on n'est pas soumis aux mêmes vitesses, aux mêmes urgences. Autre chose, il y a eu une étude, là on parle souvent de Moorea, on prend comme référence, comme quoi la côte disparaît. Moorea, c'est un cas particulier, parce que Moorea a été beaucoup aménagé par l'homme, et c'est cet aménagement qui a quelque part contribué à la disparition des côtes. Et ça continue encore aujourd'hui. Et ça continue encore, d'ailleurs, donc l'étude de Virginie Duva montre, et pas que au niveau de la Polynésie, mais dans d'autres archipels, une bonne santé des traits de côte, avec une diminution effectivement du trait de côte qui est entre 15 et 20%, mais une stabilité qui est entre 40 et 30%, et une augmentation du trait de côte qui est à peu près de 20 à 30%. Parce qu'on oublie une chose, c'est que les houles, le rôle des houles, c'est de régénérer les plages. On regarde simplement là à Tupoué, quand Oli est passé, la plage, elle a augmenté d'1 mètre. Donc, c'est vraiment le rôle de la nature de régénérer les plages. Pourquoi j'allais poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire contre l'érosion côtière concrètement? Concrètement, on ne constate pas ça sur la côte est ou non, mur de défense, oui, mais c'est pas de digue. Voilà, pas de digue. Parce qu'en fait, toutes ces solutions apparentes sur du court terme ne font que déplacer le problème. On le sait, les digues changent le profil du trait de côte et peut entraîner de l'érosion sur les zones voisines. Donc ça aussi, quand tu parlais de maladaptation tout à l'heure, c'est plutôt ne pas faire des choses que de faire des choses. Il faut être attentif, c'est-à-dire que toutes les solutions ne sont pas forcément des vraies solutions. Et donc il y a potentiellement un risque quand on cherche à s'adapter à ce qu'on le fasse mal et qu'on on rende les choses pires encore pour nous. Et en fait, ce que je voulais dire alors l'urgence climatique, ce que je veux dire, c'est que là aujourd'hui, on a en fait du temps. Oui. C'est ça que je veux dire, c'est que je dis pas qu'il faut pas faire de choses, je dis qu'aujourd'hui, ne nous pressons pas, nous avons encore du temps par rapport à d'autres îles comme Kiribati. Bon, eux, c'est pas pareil. Qu'est-ce que tu entends par temps? C'est-à-dire de mettre on a 20 ans, on a 30 ans. De mettre en place des solutions d'adaptation. Oui. Alors, ça peut être des solutions, par exemple, la première solution, par exemple, ça pourrait être comme ce qui a été décidé par le pays au niveau des côtes, de rehausser ou ce que font aux marquises avec de rehausser les habitations, mais après également de réfléchir à déplacer, parce qu'il y a des structures, des bâtiments administratifs qui sont bord de mer. Il faut commencer à réfléchir à comment les reculer dans la terre. Il faut également revégétaliser la côte pour qu'elle puisse être plus résistante à certaines houles ou montées des eaux. Mais voilà, on a comme ça une planification qui est possible dans le temps et qui nous lève, vu qu'on n'a pas la même urgence climatique à Kiribati ou dans d'autres îles, on a comme ça une possibilité de mettre en place un plan d'adaptation qui soit clair et qui soit acceptable par la population. Mais en fait, se dire que déjà dès demain, on a une urgence climatique, je pense que Winniki, c'est aussi pour réveiller un peu les consciences et se dire, si on dit aux gens, attention, il y a urgence, ils seront probablement plus sensibles au fait que... Après, il ne faut pas non plus mentir aux gens. Non, mais sans mentir. Mais ça permet quand même une stimulation. On peut les stimuler, c'est vrai, on peut les stimuler en les associant justement. Voilà, on constate une augmentation. Donc, la première étape, c'est de rehausser, c'est ce qu'a décidé le pays avec les 1 mètre 50 sur certaines constructions. C'est également commencer à réfléchir avec les élus, de se dire, les prochaines constructions, ne les faites pas bord de mer, mais commencez à les réfléchir à l'intérieur. C'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que vous donnez le temps
aux élus, aux décideurs. C'est Ça dans ce ira sens-là, jamais voilà. assez vite, je pense, et pour les associations et pour la Non, mais c'est population. parce qu'on n'a pas les mêmes. Un même élu, vision il a 5 ans. Oui. Il a 5 ans pour réaliser son plan. Le gouvernement, 6 ans. Les communes, le pays, 5 ans. On n'a pas les mêmes Il faut datations. réussir à faire un suivi sur le temps. Je suis désolée, Voilà. il nous reste à peine 2 minutes. Un dernier mot. Non, je voulais juste dire que moi, j'habitais Papineau pendant longtemps. Il n'y a pas eu de digue ou quoi. On a perdu 15 mètres à plein d'endroits. Hein. On a mis d'ailleurs des croisillons en béton. Ok, ça protège, mais bon, les gens ne peuvent plus accéder. Oui, on participe, nous aussi, aux associations. On a un super programme, justement. On recherche les lianes qu'il faut replanter. Demain, on a une action d'ailleurs à Témer. On a identifié les plantes qu'il faut. Oui, il faut effectivement, dès à présent, faire en sorte que les maisons soient plus hautes. À Hawaï, là où ils ont eu des tsunamis, ils font des pilotis de 2 mètres. Oui, c'est des choses sur lesquelles on discute depuis longtemps. Mais ça me fait peur, c'est que si on dit on a le temps, je pense que On va être on peut-être va y trop aller. relax. Je préfère dire que c'est sur le urgent, sujet. le temps que tout le monde que s'y mette. Voilà. Je vais laisser le dernier mot peut-être à Léopold sur ce plan climat. Donc on peut le consulter, on peut encore l'interroger, on peut encore se renseigner sur toutes ces questions-là. Bien sûr, il sera amené à évoluer. Et sinon, j'aimerais dire que le prochain grand événement pour nous, ça va être l'UNOC, hein, qui aura lieu à Nice. Donc la conférence des océans de l'ONU. Ok. Donc la voix de la Polynésie y sera représentée. Pour rappel, là, on a 4,8 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives. Donc les questions liées au climat y seront également représentées. Et Ranka, pour terminer, donc que la voix des élus des îles éloignées soit aussi entendue. Bien sûr, on a déjà entamé le travail et action. Action. Voilà, ce sera le mot de la fin. L'action chez vous au quotidien, l'action commune pour sauver, préserver la Polynésie de ces changements climatiques. Merci beaucoup à tous d'avoir répondu à toutes ces interrogations, d'avoir éclairé le public sur ces changements climatiques. Je vous remercie également d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines sur TNTV pour un nouveau débrief.